Bonsoir à toutes et à toutes. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour vous présenter le module sur la transformation écologique et sa deuxième partie que nous lançons aujourd'hui. Je suis Clara Ettner et j'ai la joie de coordonner ce projet de module de formation des enseignants, tous les enseignants qui enseignent à nos élèves de la 6e à la terminale dans toutes les disciplines et à qui nous mettons à disposition ce module de formation qui va leur permettre de se monter en compétences et de s'informer sur la transformation écologique. Alors la dernière fois, nous vous avions présenté le thème « Consommer autrement » qui nous racontait le parcours d'un jean de sa fabrication jusqu'à la stade de déchet. Et aujourd'hui, nous vous retrouvons pour lancer donc la deuxième partie, le parcours qui s'intitule « Se nourrir différemment ». Donc, dans chacun des parcours de ce module, vous allez trouver une approche thématique sur donc un thème, et celui de ce soir est se nourrir différemment. Vous allez trouver aussi des études de cas qui vont s'intéresser à des entreprises vertueuses qui mettent en place des solutions pour un monde en transformation écologique. Vous allez trouver également des minutes scientifiques avec un professeur face à un tableau qui ira un peu plus loin dans les notions scientifiques qui accompagnent tout ce domaine de la transformation écologique. Et enfin, des fiches acteurs et actrices de la transformation dont nous aurons la joie de reparler un peu plus tard tout à l'heure, puisque nous avons avec nous 2 personnes phares qui ont participé à ce projet. Alors, dans cette partie qu'on lance aujourd'hui, se nourrir différemment, nous avons avec nous en direct d'Italie le coordinateur du thème, Riem Boudjemaï, qui va peut-être... Bonjour Riem, se présenter à nous et puis nous expliquer ce qu'il fait dans la vie et pourquoi, quand on lui a proposé de coordonner ce thème, il nous a dit oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous parle effectivement en direct d'Italie. Je suis Riem Boudjemaï, je suis professeur de SVT et formateur dans un établissement français à l'étranger, à Rome en l'occurrence. J'ai beaucoup travaillé sur l'éducation au développement durable et l'éducation à la santé. C'est des sujets qui m'intéressent beaucoup et sur lesquels je bosse beaucoup avec les élèves et les collègues. Et donc, étant donné que l'éducation à l'alimentation est à l'interface de ces 2 sujets, j'ai tout de suite dit oui quand on m'a proposé de participer à la conception de ce parcours. Alors, de la même manière que dans le thème sur la consommation, on avait choisi de tirer le fil du jean. Riem, est-ce que tu peux nous expliquer comment toi, tu as choisi de t'intéresser aux 2 objets phares du parcours ? Bien sûr, l'idée, effectivement, comme dans le parcours de remonter le fil, c'était ici de partir d'une assiette somme toute classique, avec des féculents, des légumes et des protéines animales, donc une assiette moyenne, pour essayer de remonter jusqu'au champ où ont été fabriqués les produits que l'on retrouve dans cette assiette. C'est un peu la démarche de l'Union européenne From Farm to Fork, donc de la ferme à la fourchette, mais à l'envers. Pour réaliser que l'action politique de se nourrir est en réalité, l'action de manger, l'action quotidienne, est en réalité très politique et très impliquante. Du coup, on a voulu, dans le cadre de cette démarche, avoir une approche qui était également très régionale. Donc vous le retrouverez dans le parcours qui est présenté sous forme d'une carte. Ce qui permet de mettre en valeur le patrimoine gastronomique français qui est très riche et de valoriser ses produits, mais aussi ses filières et ses métiers. On va revenir sur les métiers tout à l'heure avec les fiches, bien entendu. Mais l'idée générale, c'était effectivement d'ancrer les différentes notions que nous, on voulait aborder dans des territoires. Et donc, on a structuré les épisodes autour de 3 thématiques. Et dans ces thématiques, on retrouve les politiques alimentaires nationales et internationales, mais également 2 produits, ou du moins 2 êtres vivants, la tomate et la vache, qu'on a pris comme exemple de culture végétale et d'élevage animal, pour pouvoir comprendre quels étaient les enjeux biologiques, mais aussi par exemple sociologiques inhérents à cette agriculture. Et puis peut-être un dernier point qui est structurant dans ce module, c'est l'approche One Health, donc de la santé globale. On a essayé de montrer que la thématique de l'alimentation se prête bien à une appréhension par cette
approche-là, cette démarche-là, qui est de prendre en compte à la fois la santé humaine, la santé des écosystèmes et la santé animale. Donc voilà un petit peu les points majeurs de ce parcours. Merci beaucoup. Alors peut-être qu'on peut préciser que dans toutes les thématiques qui ont été tirées autour de la tomate et de la vache, on explore beaucoup de lieux et puis beaucoup de thèmes, et que comme les autres parcours, ce parcours est fait pour durer au minimum 1 heure, mais qu'on a de très nombreuses ressources et qu'on peut aller trouver des informations complémentaires qui vont nous permettre d'aller plus loin et de pouvoir donc d'abord aborder les généralités et puis ensuite aller chercher des détails. Et ils sont très fournis dans ce parcours, puisque Riem avait envie de nous parler de beaucoup de choses qu'il a pu mettre et qui font la joie des utilisateurs qui, nous l'espérons, pourront être en réseau prochainement, échanger entre eux et s'informer les uns les autres à travers tout le territoire, puisque comme il l'a précisé, on part d'une carte de France dans laquelle toutes les localités sur lesquelles les choses clés se passent sont indiquées. Alors, il a été aussi accompagné dans ce parcours de Laura. Laura, est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire aussi ta part dans ce magnifique projet? Je suis professeure de sciences économiques et sociales, hein, et donc j'ai apporté un autre regard sur le thème se nourrir. Donc j'ai travaillé sur la production de taureaux camarguais. Et en essayant de montrer quel peut être l'intérêt justement de retrouver une production, un élevage plus traditionnel, hein, plus respectueux de l'environnement et de l'animal. Et j'ai aussi travaillé sur les politiques qui sont mises en œuvre par l'Europe et au niveau national. Alors sans chercher à être exhaustif, hein, parce que c'est compliqué d'être exhaustif, mais en essayant de mettre l'accent sur certains points de ces politiques. Et j'ai aussi travaillé sur les fiches actrices et acteurs de la transition écologique, et notamment avec Lunai. Alors, c'est le point sur lequel donc on voulait revenir. Donc, comme on vous l'avait dit dans le parcours, il y a 4 façons d'aller se promener dans les ressources. La manière thématique, mais qui aussi fait des ponts avec une partie donc qui est les acteurs et les actrices de la transformation écologique. Donc, Laura a pu participer à l'élaboration de ces fiches thématiques qui nous présentent un acteur ou une actrice, ce qu'elle fait dans son quotidien, et pour présenter parfois des métiers qui sont des métiers auxquels on pense spontanément pour la transformation écologique, parce que on va aller être dans un métier directement lié, et puis parfois des métiers beaucoup plus classiques, mais qui sont en train de se transformer et dont les formations sont en train de se transformer, puisque Lunine va pouvoir nous raconter son parcours et le fait qu'elle est pour l'instant en train d'étudier. Je ne vous en dis pas plus, suspense sur sa mission et sa fonction, et je te laisse, Laura, lui donner la parole. Donc bonjour Lunine. Bonjour. Alors ma première question, c'est donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui et pourquoi tu as accepté de partager ton expérience? Oui. Alors du coup je fais une formation, je fais un double diplôme et je fais à la fois de la pâtisserie, donc je vais devenir une pâtissière, mais en même temps j'ai des cours d'entrepreneuriat pour savoir comment gérer une entreprise, en ouvrir une, en créer une, voilà. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai accepté de participer à ce projet et de parler de mon expérience? J'avais envie de parler en fait de la manière dont on pouvait adopter des pratiques durables dans mon métier, en tant que pâtissière, mais en tant que cuisinier dans nos métiers. Je pense que c'est important. Je pense que partager mon expérience, ça peut aussi inspirer d'autres personnes qui font le même métier que moi, et c'est pour ça que j'ai décidé. Et donc, tu suis une formation à l'école Ferrandi, hein, c'est une formation un petit peu différente, qui n'est pas traditionnelle, on va dire. Hein. Et quelle a été ta motivation à l'issue de ton baccalauréat, et qu'est-ce qui a changé depuis ton entrée à l'école? Eh bien, avant de faire ce diplôme-là, je voulais juste, apprendre le métier de pâtissier, et j'ai vu ce diplôme qui proposait, comme je disais, à la fois une formation technique sur le métier de pâtisserie, donc nous apprend les bases, mais en même temps, c'est assez complémentaire sur
comment ouvrir une entreprise, donc avec des cours de finance, de marketing. Et ce qui était intéressant, et là je suis à ma dernière année, ma 3e année, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous donne aussi des cours complémentaires de RSE, de responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Donc il y a vraiment une part où on nous sensibilise beaucoup plus aux questions environnementales, écologiques, les démarches qui existent déjà. Donc on peut voir des interviews, on a des conférences avec des producteurs qui vont venir nous expliquer leur démarche, comment est-ce que nous aussi on peut l'appliquer. Et pour moi, c'est ça l'intérêt de mon diplôme, qui me semble intéressant. Peut-être qu'on peut rajouter que ces fiches acteurs et actrices de la transformation écologique, dans le cadre du parcours à venir pour les enseignants, c'est aussi une ressource qui va donner des exemples, alors inspirants, et des exemples de métiers pour pouvoir se projeter dans ces métiers, ou des exemples d'études. Donc là, on est dans le cas d'études, puisque tu es encore étudiante, si j'ai bien compris. C'est ça. Et donc, lorsque nous avions échangé sur ton expérience, tu as évoqué l'importance donnée à la transition écologique et que cette importance, finalement, elle dépend des personnes, c'est-à-dire des enseignants, des chefs que tu as rencontrés dans ton parcours. Est-ce que tu peux nous citer 1 ou 2 anecdotes, justement, qui t'ont interpellé lors de ton expérience? Oui, je peux vous en citer. Alors mon métier, comme c'est un métier manuel, tout se fait vraiment par la transmission. Donc on va beaucoup apprendre de nos chefs, donc des gens qui nous apprennent donc la manière de travailler. Voilà, là on a 2 générations. On a l'ancienne génération où ça va être des chefs, je pense un peu comme tout le monde, l'ancienne génération, ils s'intéressaient pas trop aux questions écologiques. Maintenant, on est un peu plus sensibilisés à ça. Donc c'est vrai que des fois, j'ai été face à des chefs qui ne faisaient pas forcément attention. Pour nous, en tant que restaurateurs, futurs restaurateurs, ça va surtout être le gaspillage alimentaire. Ou l'utilisation de nouvelles technologies telles que les cuisinières électriques ou à gaz ou tout cela, mais c'est surtout le gaspillage alimentaire, l'utilisation des produits locaux. Et j'ai rencontré du coup des restaurants et des chefs qui étaient vraiment dans une démarche où ils avaient un potager, ils utilisaient des composts, ils favorisaient l'utilisation des produits locaux. Et ça m'a beaucoup inspirée, notamment, ces établissements-là en général, ils peuvent être discernés par une étoile verte donnée par le guide Michelin, qui met du coup en valeur ces pratiques-là, et c'est intéressant du coup de s'y pencher. Alors peut-être que tu seras aussi intéressé par les études de cas de notre parcours, que tu pourras aller voir puisque c'est désormais en ligne. Et une des études de cas nous raconte une entreprise qui fait des potagers sur les toits, qui sont assez répandus et certains restaurateurs, je crois, y ont recours, Oui. Qui ne permettront pas de nourrir l'ensemble de l'humanité, mais qui peuvent être aussi une manière de sensibiliser les consommateurs. Et donc, imaginons que nous sommes maintenant en 2034, dans 10 ans, que tu es chef pâtissière dans un restaurant qui vient d'obtenir une étoile au guide Michelin et on espère une étoile verte. Quel type de chef aimerais-tu être? Très bonne question. Je pense que, je serai en collaboration avec des gens qui seront tout le temps engagés, que ce soit sur des questions d'environnement, ou de démarche. Moi, ce qui m'intéresse principalement, c'est mettre en avant le savoir-faire. Donc, j'aimerais bien travailler avec des gens tout autant engagés, utiliser des produits locaux. Pareil, voir des pratiques qui sont durables. Travailler aussi avec des artisans, notamment des céramistes pour tout ce qui est vaisselle, les assiettes, les verres, mais aussi, pourquoi pas, des ébénistes pour la déco, et vraiment être dans une démarche où on met tout ça en avant, le savoir-faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors peut-être que nous avons des questions des personnes qui sont avec nous. Et sinon, je voudrais peut-être demander à Riem si tu peux nous expliquer ou nous dire comment est-ce que tu as décidé de choisir la tomate et le bœuf. Est-ce que c'était un dilemme compliqué, tu avais d'autres idées en tête, et quels étaient les intérêts emblématiques en fait de ces deux, je sais pas comment les appeler, items.
Oui, de ces deux aliments. Eh bien, effectivement, on a hésité avec les collègues avec qui on a conçu le parcours, avec Laura et avec Anthony Châtelain, qui est professeur de SVT également. On pensait à la poule comme autre exemple d'aliment animal. Il y a d'autres aliments emblématiques dans les végétaux, comme la salade, par exemple, ou la pomme de terre. Mais la tomate se prêtait très bien à l'étude du cas végétal, elle nous permettait de situer notre action en partie en Andalousie, avec une production qui est peu vertueuse en termes écologiques et sociaux, et d'aller chercher des produits beaucoup plus nobles dans le sud de la France, par exemple, mais d'étudier également le cas des serres bretonnes qui produisent beaucoup de tomates, y compris hors saison, et qui nous permettait d'évoquer la question de la consommation énergétique. Concernant la vache et la poule, l'exemple de la vache était beaucoup plus intéressant également pour son lien avec le climat, encore une fois. L'idée, c'était d'avoir des aliments pour lesquels on pouvait récupérer des données et qui avaient un impact potentiellement important sur le climat. J'en profite pour signaler qu'on a pu asseoir un petit peu le caractère très scientifique de nos données grâce à la participation d'un expert en la matière que je souhaite remercier ici, qui s'appelle Samuel Rebulard et qui a travaillé longtemps sur les questions d'agriculture, mais qui nous permet de faire émerger une problématique plus large qui est celle du défi alimentaire et à laquelle on finit par arriver, notamment dans les épisodes sur les parties scientifiques. Mais voilà un petit peu pourquoi on a choisi ces deux aliments. Et dont les vidéos sont très riches et sont présentes dans le parcours de Samuel Rebulard, soit en version rapide pour ceux qui veulent aller à l'essentiel, soit en allant chercher beaucoup plus loin dans les détails. J'ai appris aussi dans le parcours que la tomate était le premier légume consommé par les Français, donc ça aussi c'est un argument qu'on ne pouvait pas oublier. Et puis la viande est souvent citée comme étant une solution individuelle facile à mettre en place quand on en diminue la consommation pour diminuer son impact carbone, dont on parle évidemment dans le parcours, et qui nous permet d'estimer, en faisant son propre bilan carbone, la part en pourcent qu'elle représente dans notre consommation à chacun. C'est ça. Il est vrai que la réduction de la consommation de viande consommée est un levier très important dans l'alimentation, surtout de la viande rouge. Et il est important de mentionner que c'est vraiment quelque chose qui est favorable qui permet de réduire l'empreinte carbone, mais qui est également favorable pour la santé, puisqu'on a des études qui démontrent que la consommation excessive de viande rouge est corrélée à une prévalence plus importante de certains cancers ou de certaines maladies cardiovasculaires. On a tout intérêt à réduire la consommation de viande, et puis c'est ce qu'on entend également, il s'agit, en réduisant la consommation de viande, de s'orienter peut-être vers des viandes de meilleure qualité, et c'est ce qu'on a souhaité développer notamment avec l'épisode qu'a conçu Laura et dont elle a parlé sur le taureau de Camargue, qui est une AOP. Donc voilà, c'est un excellent exemple en effet. Par ailleurs, on s'était posé la question, puisqu'on s'adresse à des enseignants et que notre objectif en touchant les enseignants, évidemment, c'est de toucher les élèves, quels étaient les objets sur lesquels les élèves avaient une possibilité d'agir et donc de changer leur pratique. Donc, dans le thème mieux consommer, le jean est un bien que tous nos élèves ont dans leurs armoires. La tomate et la viande sont des biens qu'ils peuvent choisir de manger et choisir lesquels ils veulent manger. Donc, on avait eu aussi cette approche dans le but que ça puisse être quelque chose sur lequel ils puissent agir et se sentir responsables. Tout à fait. L'idée, c'était de pouvoir amener ces informations jusqu'aux élèves par l'intermédiaire de leurs enseignants pour favoriser des choix de santé et des choix envers l'environnement qui soient favorables. Donc c'était quelque chose qui nous semblait très important. Et effectivement, c'est développé beaucoup. Enfin, le fond scientifique qui est derrière ça est beaucoup développé dans les vidéos de Samuel Rebulard. Alors, si vous avez des questions à nous poser, nous sommes là pour y répondre. Une question, est-ce que le respect de certaines normes environnementales est aussi une inspiration pour concevoir certains desserts, Naïm ? Oui, tout à fait. Je pense que
Par exemple, pour concevoir certains desserts, l'utilisation non seulement des produits dans leur intégralité, ça peut amener à beaucoup créer, à innover, utiliser aussi d'autres méthodes de travail. Je pense, pardon, je sais, c'était où la question? C'était... Quelles inspirations, finalement, protection d'écologie dans la conception des desserts, quelle inspiration ça peut Oui, je pense du coup, comme je disais, ça apporte beaucoup de création parce qu'on peut déjà se limiter aux produits locaux. Donc, on peut les réinventer, les utiliser autrement, créer justement de nouvelles saveurs, associations en fonction des produits surtout. Et je pense que ça peut être intéressant. Enfin, c'est aussi toujours un petit défi d'utiliser un produit dans son intégralité. C'est des questions, voilà, qui peuvent nous revenir. Si je peux rebondir dessus, sur ce que vient de dire Lunane, je peux? Oui, bien sûr. Je savais pas si on m'entendait bien. Lunane avait évoqué à l'instant la localité des produits, la régionalité des produits. C'est l'un des leviers, effectivement, dont on entend beaucoup parler, le fait d'aller chercher des produits qui sont issus de production locale. Ce qu'on montre également dans le parcours et qui est intéressant, c'est que parfois la saisonnalité a plus d'importance que la localité. Et donc une surprise que je spoil un petit peu là tout de suite et qui est montrée à travers les premiers épisodes. Le premier épisode, c'est qu'une tomate provenant de Bretagne et donc a priori de beaucoup moins loin qu'une tomate andalouse, donc du sud de l'Espagne, peut néanmoins avoir une empreinte carbone beaucoup plus importante si elle est consommée en hiver, puisque sa production sous une serre chauffée bretonne aura nécessité l'utilisation de beaucoup de gaz. Donc c'est assez contre-intuitif, mais si on est hors saison, une tomate andalouse, voire marocaine, peut avoir une empreinte carbone plus faible qu'une tomate bretonne. Donc parfois, la consommation de produits saisonniers est plus importante que la consommation de produits locaux. Et c'est pour ça que c'est important de se renseigner pour faire les bons choix. Eh ben, on va vous remercier d'avoir passé ce petit bout de soirée avec nous et on espère que les ressources vous plairont et que vous pourrez les utiliser pour que vos élèves avancent vers cette transformation écologique. Bonne soirée. Merci, bonne Bonne soirée, merci. Bonne soirée.